Saumbona, je te vois, moi ouais ou. Je suis très heureux que tu aies choisi de t'inscrire à la formation. S'il y a une révélation, une leçon de vie que je souhaiterais que tu retiennes des 3 leçons qui vont suivre lors de la formation, c'est celle-ci. Si tu règles d'abord ce qui te tire vers le bas, tu pourras devenir le maître de ta destinée. Je le répète, si tu règles d'abord ce qui te tire vers le bas, tu pourras devenir le maître de ta destinée. Alors, qu'est-ce qui nous tire vers le bas? J'aimerais faire l'analogie avec toi du panier de crabes. Si tu prends un groupe de crabes et que tu les déposes tous ensemble dans un grand panier, alors tu pourras observer un phénomène surprenant. Chacun d'eux, chacun à sa façon, va tenter d'escalader la paroi du panier afin de retrouver son chemin vers l'océan. Mais si un de ces crabes réussit à trouver son chemin vers la sortie, tous les autres crabes vont alors joindre leur force afin de l'empêcher d'y arriver. Et si par malheur, le crabe en question décide de persister, ils iront jusqu'à lui arracher les pattes. Et s'il persiste encore, ils auront même jusqu'à le tuer. Alors, pourquoi je te raconte ça? Eh bien, ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous empêche d'avancer dans les affaires, dans notre vie, dans notre carrière, ce sont ce groupe de crabes qui tentent de nous arracher les pattes et même de vouloir notre mort. Au sens figuré, dans la plupart des cas, mais malheureusement, bien plus parfois. Alors, qui sont-ils ces crabes, ces briseurs de rêves et de volonté? Ce sont nos traumas et nos croyances limitatrices. Ce sont ces traumas et ces croyances dont je veux vous parler lors de cette leçon. La formation d'aujourd'hui sera parfaite pour toi si tu te reconnais dans une de ces situations. Si tu te demandes pourquoi nous souffrons autant de maladies chroniques dans nos communautés, si ta vie professionnelle semble t'épuiser constamment et que tu te surprends à manquer de patience et à te sentir constamment sur tes gardes, si tu te demandes et tu te questionnes sur les meilleurs moyens d'atteindre ton rêve de liberté financière dans un monde où les effets du racisme sont toujours présents, tu aimerais comprendre les sources de la stagnation de nos communautés et de nos nations afrodescendantes. Pourquoi n'y arrivons-nous pas comme les autres? Et tu aimerais savoir comment offrir un meilleur avenir à tes enfants et à la prochaine génération. Tu as de l'ambition, tu aimerais briser les plafonds de verre professionnels sans y perdre tes valeurs et ton africanité. Si tu te reconnais dans une de ces situations, alors la formation d'aujourd'hui, elle s'adresse à toi. Nous allons explorer ensemble comment gérer nos traumas et croyances limitatrices, pourquoi il est urgent de réduire l'écart de richesse qui plombe les communautés et nations afrodescendantes et comment prendre le contrôle de son destin financier, professionnel et communautaire malgré les discriminations. Je me prénomme Jean-Philippe, je suis coach en développement personnel, je suis maraîcher, entrepreneur social, père de famille, bien plus encore et tout cela en même temps. Je suis né en Haïti en 1979. La date officielle de ma naissance est plutôt floue pour moi. Comme des millions d'enfants de pays considérés comme en voie de développement, je me suis retrouvé très tôt après ma naissance en orphelinat institutionnel. Les raisons de mon placement sont tout aussi nébuleuses, même encore aujourd'hui, à l'âge que j'ai. Pauvreté, appartenance à un groupe marginalisé, absence de protection sociale, peut-être même du prix d'un gestionnaire mal intentionné. Très honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mes premiers mois d'existence sur cette planète n'ont pas été faits de chansons douces et de bras affectueux, mais d'abus et de négligence aux mains du personnel. Très vite, j'ai donc dû apprendre à lutter pour ma vie et même pour ma survie.
et cela jusqu'à ce que je sois parrainé puis adopté par un couple de Canadiens francophones vers l'âge d'1 an. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Montréal, au Canada, où j'ai grandi et étudié au sein de ma famille d'adoption. Depuis mon adolescence, ma vie a pris la forme d'une perpétuelle quête identitaire. Ma famille blanche d'adoption m'a donné très certainement accès à la sécurité, à l'éducation, à la possibilité de voyager, de vivre des expériences auxquelles très peu d'enfants afrodescendants ayant grandi au Canada peuvent espérer. Cependant, cette vie, elle ne m'a pas préparé à la réalité et au défi d'évoluer au sein d'une société majoritaire blanche en tant qu'homme noir. Bien vite, les professeurs, les voisins, les policiers, les médias m'ont fait comprendre ma différence, que je n'étais pas eux, mais bien les autres. J'ai donc dû apprendre à vivre, à naviguer, à apprivoiser cette identité d'autres. Je me suis senti isolé bien souvent dans cette quête, souvent mal compris des membres de ma famille d'adoption, mais également des communautés noires auprès desquelles je cherchais des repères. J'ai galéré durant de nombreuses années à trouver ma voie. J'ai dû revisiter plusieurs croyances limitatrices que la société et mon parcours de vie avaient bien ancré en moi. Je me suis rendu compte que j'avais mis de côté beaucoup de mes passions, beaucoup de mon africanité et certaines de mes valeurs. Tout cela dans le but de me conformer à l'image que moi-même je me faisais du père idéal, du fils idéal, de l'entrepreneur ou du gestionnaire respectable, bref, du noir qui sait s'intégrer. Avec le soutien de coach et de mentor, et aussi avec une démarche en thérapie, j'ai été en mesure de surmonter mes blocages et d'apprendre à maîtriser les outils et les systèmes que je devais mettre en place pour faire avancer mes projets et surtout retrouver l'inspiration. En savoir plus sur mes ancêtres, les lieux qu'ils ont fréquentés et leurs affinités culturelles m'a apporté un fort sentiment de bien-être. Cette quête a définitivement contribué à me forger une identité forte et à améliorer l'estime que j'avais bien besoin de reconstruire. Aujourd'hui, à travers la formation, ce que je veux, c'est vous partager mon parcours et les leçons que j'ai tirées de cette expérience de vie, de cette quête. Par la formation que vous êtes en train de visionner, je veux explorer avec vous des sujets qui touchent particulièrement les personnes qui, dans le monde dans lequel nous vivons, dans les sociétés, sont identifiées comme noires. Les personnes au teint foncé et associées aux régions du continent africain. Et lorsqu'il est question de trauma, il y en a qui nous touchent tous, bien qu'à différents degrés, et je parle des traumas associés au racisme. Par précaution, je souhaite te prévenir que ce que je vais parler dans les prochaines minutes risque de provoquer de l'inconfort. De l'inconfort lorsque j'aborderai des thèmes comme la brutalité policière et la suprématie blanche. Particulièrement si tu m'écoutes et que tu travailles au sein des forces de l'ordre, que tu es toi-même une personne blanche ou proche d'un de ces deux groupes. Alors, si tu le juges, fais une pause, trouve un endroit confortable et approprié pour poursuivre l'écoute de la formation. Alors, prêt? Je continue. On ne s'entendra peut-être pas sur tous les points, mais c'est OK. Ton inconfort ou ton ambivalence sont les bienvenus. Cette conversation, c'est une invitation à les laisser se manifester, à prendre le risque d'ouvrir ton cœur, à confronter tes ressentis. Parce que l'inconfort, ce n'est pas dangereux. Au contraire, il a le potentiel de briser les barrières, les chaînes, les codes qui empêchent de voir et d'aimer différemment. C'est une première étape dans ce qu'on peut appeler une guérison, une réconciliation. Pour cette première leçon, je vais te présenter 3 catégories de traumas raciaux. Tout d'abord, les blessures héritées. Ensuite, je vais te présenter les micro-oppressions. Et finalement,
les stresseurs raciaux chroniques et leurs impacts psychologiques et physiques. Avant d'aller plus loin, je crois qu'il est important pour tous ceux et celles qui m'écoutent de prendre le temps de clarifier deux définitions importantes, celle du racisme et celle du colonialisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le racisme? Pour comprendre ce concept, il faut d'abord comprendre les notions de race et aussi celle de la discrimination. La race, elle n'a aucun fondement biologique ou scientifique. Il s'agit d'un construit social, un processus par lequel des faits et des événements sociaux sont créés, institutionnalisés et pour ensuite être transformés en tradition ou en normes. La race, c'est donc un construit social à partir duquel on établit des différences entre les gens. Ces différences peuvent être de nature en lien avec l'accent, la façon de parler, le nom, ça peut être en lien avec les vêtements et l'apparence d'un individu, ça peut être en lien avec le régime alimentaire d'une certaine personne, ça peut être les croyances et les pratiques religieuses, le lieu d'origine, etc. C'est donc un processus construit par les sociétés. Une société va alors renforcer la notion que les races sont bien réelles, qu'elles sont différentes, qu'elles sont inégales. Et tout cela aura un impact direct sur la vie sociale, économique et politique. C'est donc un construit social, oui, mais bien réel dans le vécu et le quotidien des hommes et des femmes de tous âges évoluant à l'intérieur de cette société. La discrimination, c'est une action ou une décision prise par un individu à titre personnel ou au nom d'une institution de traiter de manière négative une personne en raison, par exemple, de sa race, de son âge ou de son handicap. On en arrive maintenant au racisme, qui est un phénomène plus large que la discrimination raciale. Le racisme est une idéologie. Une idéologie qui repose sur le principe clair ou sous-entendu de la supériorité inhérente, indissociable d'un groupe racialisé par rapport à un autre. Les membres du groupe qui se sont imposés en supériorité jouissent alors de privilèges par le seul fait d'appartenir à ce groupe dans la société. Alors, pourquoi des sociétés choisissent-elles de créer et de maintenir des groupes privilégiés et des groupes défavorisés? Généralement, ça repose sur un enchaînement, une succession de faits historiques dont la source peut être économique, elle peut être religieuse, politique ou alors issue de doctrines raciales anthropologiques. Alors, pour parler de ce dernier point, les doctrines raciales anthropologiques, l'ouvrage qui s'intitule Essai sur l'inégalité des races humaines de l'auteur français Arthur de Gobineau, un ouvrage paru en 1853, un best-seller de l'époque, serait un des meilleurs exemples. Donc, le racisme est une réalité planétaire. On pourrait penser qu'il se limite à l'Occident, qu'il a son origine uniquement dans le colonialisme et le commerce des esclaves. Et très certainement, il intègre définitivement ces deux aspects. Mais il existe aussi des formes de racisme associées à des histoires tout aussi douloureuses dans d'autres régions du monde. Malgré cela, le racisme, il pose un même problème, celui de hiérarchiser et de nier l'égalité des personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique et de leur nationalité. Le racisme anti-noir, et celui qui concerne cette leçon particulièrement, c'est la forme de l'idéologie raciste dirigée spécifiquement
à l'égard des communautés noires ou des personnes de peau noire ou perçues comme telles. Plusieurs rapports, et ce depuis de nombreuses décennies, dont un dont je vais vous parler en particulier, qui est celui du rapport 2019 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, un rapport qui a été publié en juin 2020. Il reprend notamment le constat selon lequel les personnes noires constitueraient une des minorités les plus touchées par les discriminations sur la planète. Finalement, dernière définition importante pour avancer sur ce sujet des traumas raciaux, je veux vous parler du colonialisme. Le colonialisme est aussi, comme le racisme, un système ou une idéologie. Une idéologie justifiant l'extension de la souveraineté d'un État sur des territoires extérieurs à ses frontières nationales. C'est donc quand un État décide d'extraire des ressources physiques et humaines à l'extérieur de ses frontières pour son unique bénéfice. Il n'y a donc pas de notion d'échange d'égal à égal dans le colonialisme. Le système colonial exige et implique tout d'abord la domination politique. Il exige l'exploitation économique du territoire annexé et la suppression des cultures, des savoirs, des modes de vie des populations touchées par ce système, cette idéologie. L'idéologie coloniale, elle a été développée durant la seconde partie du 19e siècle, principalement dans les États européens. C'était une idéologie qui était fondée sur la notion d'impérialisme. L'idéologie coloniale tire également ses racines de la promulgation de la bulle qu'on appelle la bulle Intercetera du pape Alexandre Borgia, qui l'a stipulée et qui l'a rédigée en mai 1493. C'est aussi ce qu'on va appeler la doctrine de la découverte. Et cette déclaration officielle de l'Église catholique justifiera l'occupation et la mise en asservissement des populations de tout territoire non chrétien, des Amériques, de l'Afrique et de l'Asie. Et les principaux moteurs de l'idéologie coloniale, ils ont été la violence militaire, les missions d'évangélisation par les prêtres et les religieuses, les intérêts marchands propres au capitalisme naissant, les guerres et les luttes d'influence entre les États européens. Ça faisait en sorte que lorsqu'un conflit était déclaré entre des nations européennes, les nations européennes ont eu des conflits entre elles pendant des dizaines et des centaines d'années. Les conflits étaient presque automatiquement répercutés dans les zones colonisées, donc que ce soit dans les Amériques, sur le continent africain ou en Asie. Alors voilà, la table est mise. Poursuivons. J'aimerais débuter cette conversation sur les traumas raciaux avec un rappel pour tous mes frères et toutes mes sœurs afrodescendants. Toi qui me regardes, tu es une âme résiliente. Je tenais à te le dire. Et pour cela, tu as vraiment toute ma gratitude. Ma gratitude pour ta volonté et ton ouverture à entreprendre une quête qui va être réparatrice. Une quête qui sera pour toi en tant que personne, mais aussi pour les générations qui suivront. Je peux aussi comprendre que tu te sentes épuisé d'être résilient. Ce fut mon cas. D'être fort, de devoir être résilient au quotidien peut t'avoir vidé de tes ressources, de tes énergies. J'aimerais sincèrement que les choses soient différentes pour toi, pour nos communautés. J'aimerais avoir les mots, j'aimerais pouvoir offrir le réconfort à tous pour faire en sorte que toute souffrance disparaisse. À vrai dire, c'est un souhait que j'ai pour moi-même, un souhait de paix et de sécurité. Je vais te raconter une tranche de ma vie.
J'ai grandi dans un quartier de Montréal qui s'appelle Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, c'est un quartier ici au Canada qui est un des plus multiculturels. Ce qui m'a permis, en tant qu'enfant, de grandir dans un environnement très diversifié, qui m'a permis de vivre une belle enfance avec des gens de différentes nationalités sans être vraiment confronté au racisme. Par contre, mon entrée au secondaire, qui est ici au Canada l'équivalent du lycée, fut vraiment une toute autre histoire. J'ai fréquenté un collège où il y avait peu de diversité. C'était un collège privé et autant chez les élèves que chez le personnel, il y avait peu de gens qui me ressemblaient. Et le racisme m'a frappé de plein fouet. En plus des moqueries des autres élèves, il y a eu aussi des événements qui m'ont profondément marqué. Vers l'âge de 15 ans, il y avait une matière dans laquelle j'avais un peu plus de difficultés. Puis mon professeur de l'époque a demandé une rencontre avec mes parents. Je le rappelle, j'ai été adopté et mes deux parents sont blancs. Alors, le professeur nous rencontre dans son bureau. Il s'installe confortablement dans sa chaise et regarde mes parents avec une expression de pitié. Il commence à leur raconter pourquoi mes difficultés sont loin d'être surprenantes. Il leur dit, vous savez, les enfants noirs ne pourront jamais réussir au même niveau que les autres de cette école. Vous auriez dû vous en douter. Ils n'ont pas l'intellect, ils n'ont pas les capacités, et il est déjà très chanceux de pouvoir fréquenter une école comme la nôtre et de côtoyer les autres. Et il a poursuivi comme ça ainsi pendant plusieurs minutes, à exposer sans complexe ses théories sur la supériorité des Blancs, sans jamais me regarder directement, ni même offrir d'aide ou de solution à mes difficultés dans la matière en question. Juste un constat que mes parents devaient accepter, que ma couleur de peau et mes origines avaient déjà scellé mon destin. Malheureusement, mes parents n'ont pas su trouver les mots pour me défendre ou même valider les propos du professeur, tellement il avait l'air assuré. Et cette scène, je m'en suis rendu compte en vieillissant, elle m'a marqué profondément. Elle est restée gravée dans ma mémoire. Et plus tard, dans ma jeunesse, dans ma vie de jeune adulte, quand j'ai dû faire face à d'autres discriminations, que ce soit avec les policiers, avec un conseiller en orientation ou lors d'entrevues d'embauche, les phrases coup de poing de ce professeur que j'ai eu le malheur de croiser à l'adolescence me sont souvent revenues en tête. Des phrases qui ont engendré des pensées intrusives qui ont refait surface, me rappelant des moments où j'ai été discriminé, insulté par des propos racistes, abusé dans ma dignité. Je me suis très longtemps senti imposteur, et cela peu importe la qualité de mes accomplissements. Et je ne pourrais pas dire que je connais parfaitement les traumas qui, toi, te concernent. Mais je connais les miens, et je crois qu'il y en a plusieurs qui se rejoignent. Et pour moi, ainsi que pour nos ancêtres, nous avons été blessés par des siècles de discrimination. Et cette douleur, ces blessures, elles se ressentent, elles se manifestent dans nos esprits, dans nos corps, dans nos âmes. Et je dois le dire, ça n'a pas été facile pour moi de préparer le contenu de la formation. J'ai hésité en particulier à inclure cette section sur mon histoire personnelle. J'ai passé beaucoup de temps à chercher le meilleur angle, les mots justes pour pouvoir présenter un portrait réaliste des enjeux sans faire l'autruche, tout en faisant preuve de compassion. Les souvenirs qui me sont revenus en mémoire lors de la préparation ont été souvent des souvenirs humiliants qui ont refait surface. Et lorsque le monde, pour moi, devient difficile, j'ai tendance à me réfugier dans ma tête, puis à chercher la solitude. C'est pour moi un de mes modes de survie. La peur a souvent fait partie aussi de mes modes. Je me suis souvent senti obligé de devoir prouver, d'abord aux Blancs, la validité de mes ressentis, de mon expérience, de mes réflexions. Parce que, à ne pas y arriver, bien j'avais peur. Et souvent avec raison d'être jugé, de voir ma parole
dénigrer, de les entendre me dire « Ah, t'exagères, reviens-en » ou alors encore un « Wow ». C'est probablement de quoi je parle. En tant que Noir, on a régulièrement la charge de devoir prouver que le racisme existe toujours. De devoir prouver que ce qu'on vit, que les blessures qu'on ressent au plus profond de notre chair, de notre âme, sont bien réelles. Et pour survivre, eh bien, on a tous notre trousse d'outils, nos refuges, lorsque les choses deviennent juste trop lourdes. Il n'y a pas encore assez de livres, assez de recherches publiées pour pleinement raconter toutes les façons dont ceci est vrai. Et pour cette raison, tout comme moi, tu es pris en tant qu'afrodescendant à devoir défendre ton histoire et ce que tu sais être vrai, sans toutes les preuves écrites qui pourraient satisfaire les Blancs. Même en ce moment, on se parle et j'ai encore cette sensation de devoir me justifier aux Blancs. Ceux qui écouteraient la vidéo ou alors cette petite voix qui parle à travers moi dans ma tête, qui parle à travers nous par le racisme que nous avons intégré. Parce qu'au fond, cette vidéo, moi, je l'ai faite pour vous, mes frères, mes sœurs de peau, vous tous et toutes que j'ai vraiment, vraiment envie d'aider. Alors, parlons de traumas raciaux. Alors, comment on se sent après de tels événements? On se sent pas en sécurité dans notre propre peau. On se sent seul, déconnecté de son identité. On peut sentir que notre tête jongle entre dépression et anxiété. On se sent constamment en alerte jusqu'à en être irritable, enragé, voire violent. Ce que je vais vous présenter est inspiré des écrits de plusieurs auteurs et activistes, mais particulièrement des travaux des chercheurs Nathalie Gutiérrez, Joy DeGruy-Leary, Mary Frances Winters, Molefi Kete Asante et Stephen D. Knifley Jr. Il existe 3 types de traumas raciaux, selon qu'ils soient ancrés dans l'histoire ou dans le vécu quotidien. Il y a d'abord les blessures héritées. Elles s'ancrent dans l'histoire collective des Afro-descendants. Les blessures héritées, elles comprennent tous les traumas qui sont transmis à travers les générations. Ces blessures héritées ont marqué nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres depuis les 500 dernières années. Toi et moi, si tu te reconnais comme afrodescendant, ainsi que nos ancêtres, avons été blessés par des siècles de racisme, de génocide, d'assimilation forcée, d'idéologie de suprématie du corps blanc, de guerre coloniale, de colonisation et, aujourd'hui, du néocolonialisme. Si on fait un peu une histoire, on parle, pour commencer, des populations afrodescendantes qu'on retrouve en diaspora, principalement dans les Amériques. Notre histoire commence avec le kidnapping de nos ancêtres sur le continent africain. Des hommes, des femmes, des enfants qui ont été arrachés à leur communauté, à leur famille, à leur société pour être transportés de force dans des conditions horribles sur des bateaux lors de la grande traversée transatlantique. Ces personnes ont ensuite traversé l'Atlantique pour se retrouver dans différentes régions des Amériques en particulier, bien que certains se sont retrouvés également en Europe. On les a retrouvés en grande majorité dans les Caraïbes, dans le sud des Amériques, particulièrement au Brésil, aussi dans les États du sud des États-Unis, mais jusque sur la côte ouest des Amériques, comme dans la région du Pérou, en Amérique centrale. Ils ont travaillé dans différentes conditions, pour travailler dans des mines, travailler dans des plantations, travailler dans des champs, dans des productions d'extraction. Ces personnes ont été vendues en tant que biens meubles par leurs propriétaires, échangées, marchandisées
des familles ont été séparées de force, des enfants ont été arrachés à leur mère et de cette façon, les maîtres coloniaux ont été en mesure de s'enrichir grâce à une main-d'œuvre gratuite, de pouvoir prospérer et aussi être en mesure d'utiliser le corps de nos ancêtres comme collatéraux pour être en mesure de faire des emprunts en tant que garantie, considérant qu'ils étaient perçus comme des biens meubles. Et durant toute cette période de l'esclavage dans les Amériques et dans les Caraïbes, eh bien, les Européens ont mis en place des systèmes toujours plus brutaux pour être en mesure de contrôler les corps de nos ancêtres, toujours dans l'idée de pouvoir mieux nous asservir et nous faire accepter notre condition de sous-homme. Pour moi, l'esclavagisme, c'est le plus grand crime des crimes. C'est celui qui réunit les pires crimes qu'on retrouve dans l'humanité. On parle de kidnapping, on parle de meurtre, on parle de viol, on parle de sévices corporels, on parle de torture, d'expérimentation médicale. Tout y est. Alors, pour ceux qui seraient restés sur le continent africain, les conditions et les conséquences ont été tout aussi dramatiques. Les nombreuses guerres coloniales ont entraîné la déstabilisation de plusieurs communautés, de plusieurs nations. Les kidnappings afin de fournir des gens pour le commerce transatlantique des esclaves ont privé le continent de millions de personnes, d'hommes, de femmes, de fils et de filles qui auraient été en mesure de contribuer à la prospérité du pays. Les conflits ont été non seulement contre les armées coloniales, mais aussi entre nations, souvent par la manipulation, afin de permettre de fournir le commerce transatlantique des esclaves en marchandises par des captures de guerre entre nations. Tout ça a amené, à partir du milieu du 19e siècle, à la concrétisation de l'idéologie du colonialisme, où, lors de la conférence de Berlin, les nations européennes se sont séparées le continent africain afin d'y exploiter les ressources matérielles et humaines. Et c'est une séparation qui s'est faite sans tenir compte de la répartition des groupes ethnoculturels déjà présents sur le territoire, des frontières qui ont été tracées de façon aléatoire dans le but unique de servir les intérêts coloniaux, ce qui a entraîné, avec les années, plusieurs conflits qui sont encore récurrents jusqu'à aujourd'hui. Le colonialisme a entraîné non seulement l'exploitation des ressources, mais aussi la suppression des cultures et des savoirs des populations mises en asservissement. Donc, suppression de leur spiritualité par l'évangélisation forcée, par l'assimilation à la culture européenne à travers les tenues vestimentaires, à travers les modes de vie et l'utilisation d'une main-d'œuvre souvent très peu payée pour développer les infrastructures nécessaires à l'extraction des ressources sur le territoire africain. Avec le temps, la mentalité impériale a évolué. Ça a d'abord commencé avec la doctrine de la découverte, qui a ensuite évolué vers le colonialisme. Et aujourd'hui, on retrouve une nouvelle forme, qui est la forme du néocolonialisme, qui a des effets tout aussi dévastateurs sur la capacité des communautés et des nations africaines de se développer. À travers tout ça, il y a eu de nombreuses tentatives et manipulations pour déstabiliser, voire retirer les leaders des communautés des pays dans lesquels ils ont travaillé. On a retrouvé des centaines de personnes qui ont été emprisonnées et plusieurs leaders ont été assassinés par différentes agences et coups militaires, bien souvent orchestrés par les nations européennes.
Il faut voir aussi que derrière chacun de ces visages se retrouvent aussi des hommes et des femmes qui ont combattu et qui ont résisté auprès de ces personnes et qui elles aussi en ont payé le lourd prix par l'emprisonnement ou la mort. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve malheureusement en Afrique dans bien des endroits, c'est une poursuite de cette idéologie d'extraction et de domination par les nations étrangères sur le continent africain, où la main-d'œuvre est exploitée, où les enfants sont exploités pour y extraire des ressources minières, les redevances en termes de sous, d'argent, sont très peu partagées avec les nations africaines qui ont dans leur sous-sol les ressources qui sont extraites et cela entraîne de la pauvreté, de l'instabilité dans beaucoup de ces pays. Une instabilité qui amène les gens à vouloir quitter à tout prix pour, avec raison, trouver de meilleurs lieux où prospérer et vont le faire bien souvent par des moyens tout aussi désespérés. Maintenant, on va parler du prochain type de trauma ratio qui est celui on a parlé des blessures héritées. On va maintenant enchaîner avec la deuxième catégorie qu'on appelle les micro-offenses. Les micro-offenses, elles s'ancrent dans le vécu quotidien des afrodescendants. Elles sont de trois types. Il y a les micro-insultes, les micro-agressions et les micro-invalidations. Les micro-insultes sont des commentaires du quotidien marqués par l'impolitesse, l'insensibilité et le dénigrement d'une personne en lien avec son identité raciale de noir. Les exemples peuvent être « Ah, tu parles bien toi pour un noir. Tu parles bien français pour un noir. Pour une personne en position de leadership, ce qui a pu m'arriver, est-ce que vous êtes le concierge parce qu'on aurait besoin de nettoyer les toilettes? » Ou des commentaires comme « Tu es belle pour une noire » ou « Vous, les noirs, vous êtes toujours aussi bruyants. » Ensuite, il y a les micro-agressions. Les micro-agressions sont des commentaires, des blagues ou des gestes explicitement racistes qui ont pour objectif de porter préjudice à la victime. Ça peut alors inclure utiliser le mot en haine, associer la couleur de peau à la saleté, à la laideur, au mal, imiter ou faire des bruits de singe pour interpeller une personne noire qu'on a vu et qu'on voit encore lors de matchs de foot, refuser de céder le passage ou bloquer physiquement l'accès à un lieu, voler, briser ou vandaliser un objet ou la propriété d'une personne noire. Finalement, il y a les micro-invalidations. Elles sont souvent plus difficiles à détecter, mais elles ont des effets tout aussi dévastateurs. Les micro-invalidations sont des paroles ou des commentaires qui ont pour effet de nier, d'exclure, d'annuler les pensées, l'état de détresse psychologique, les sentiments ou les expériences vécues d'une personne noire. En anglais, on utilise le terme gaslighting. On pourrait, en français, le traduire par détournement cognitif ou détournement de circonstances. Les phrases ou les commentaires les plus souvent employés vont être du type « Ah, moi je vois pas les couleurs » ou alors « Si t'es pas content, retourne dans ton pays » ou « On est tous français ici » qui peut être aussi remplacé par québécois, belge, canadien. Tout le monde peut réussir s'il travaille suffisamment fort, sans bien sûr tenir compte des barrières systémiques propres au racisme. Ou encore, quelqu'un qui va faire le commentaire, encore des revendications de woke, comme si c'était un camp qu'en tant qu'afrodescendant, on avait réellement choisi. Ou alors, l'esclavage est terminé, reviens-en. Ou, ah, c'est une blague, où est ton sens de l'humour? Les micro-évaluations peuvent aussi prendre la forme de diagnostics médicaux qui confondent les traumas raciaux avec des pathologies de santé mentale. On parle aussi
de jugement, de punition, de suspension plus sévères réservés au comportement des enfants noirs dans nos écoles plutôt que de considérer le poids des stress économiques d'intégration que vivent souvent les familles noires. Mises ensemble, les micro-oppressions, elles s'additionnent. Elles s'additionnent à travers les expériences individuelles du quotidien, de micro-insultes, de micro-agressions et de micro-invalidations, mais également par l'exposition aux expériences des autres Noirs, qui sont relayées, surtout aujourd'hui, en continu sur les réseaux sociaux et les chaînes de nouvelles. Les micro-pressions, donc, elles s'emmagasinent jusqu'à ce qu'elles se manifestent en tant que stresseurs chroniques. Alors, certains peut-être me diront, mais pourquoi les stresseurs raciaux sont-ils différents? Moi aussi, je vis du stress et je ne me plains pas. Alors, il y a 3 facteurs clés qui expliquent cette différence. Premièrement, il y a sa nature permanente. De sa naissance à sa mort, une personne noire sera confrontée aux conséquences des blessures héritées et sera exposée aux micropressions toute sa vie. Deuxièmement, il y a sa nature systémique. Il est important de rappeler que le racisme anti-noir est avant tout un système de domination qui se perpétue grâce à une idéologie de suprématie blanche, par des institutions et par sa nature des relations politiques et économiques entre les États. Et troisièmement, il y a son ambiguïté intrinsèque. Je parle de la capacité qu'ont les personnes blanches et les institutions de nier l'expérience et la douleur des personnes noires. Et c'est justement possible par la nature du racisme qui est avant tout une idéologie de pouvoir. Parlons maintenant des impacts des stresseurs raciaux. Avez-vous déjà entendu parler de l'amygdale? Oui? Non? Peut-être? Pour comprendre les effets des stresseurs raciaux chroniques, comprendre rapidement le fonctionnement de l'amygdale va nous aider. Donc, l'amygdale, ou complexe amygdalien, est une section de notre cerveau humain. Le terme amygdale est emprunté au latin amygdala, qui signifie amande. C'est donc une région du cerveau qui a la forme d'une petite amande double et qui est située dans la région antéro-interne du lobe temporal, ou en plus simple, plutôt vers le bas et vers l'arrière de notre cerveau. Elle fait partie du système limbique. Le système limbique, il est impliqué entre autres dans la reconnaissance et l'évaluation de l'aspect agréable ou désagréable des émotions et des stimuli sensoriels. Aussi impliqué dans l'apprentissage associatif. Le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est l'exemple de Pavlov, où des scientifiques travaillant avec des chiens ont associé la prise des repas avec les sons d'une clochette. À force de répéter l'expérience, les chiens sont venus à saliver à la seule écoute du son de la clochette. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et finalement, le système limbique est impliqué dans nos réponses comportementales et nos réflexes associés en particulier à la peur et à l'anxiété. Le rôle important qui nous concerne, c'est sa fonction de système d'alerte. Donc, je vais vulgariser un peu, mais prenons pour exemple une situation de stress. C'est d'abord la partie frontale de notre cerveau qui va recevoir un message par nos sens. La vue, le toucher, l'odorat. Ensuite, l'amygdale, en réponse aux signaux envoyés, va envoyer un message d'alerte à l'hypothalamus, une autre région du cerveau qui agit comme chef d'orchestre de nos automatismes et de notre système nerveux. Tout ça va activer la sécrétion de cortisol, appelée aussi l'hormone du stress. Et par cette réaction en chaîne, le corps va s'adapter presque instantanément par différentes réactions propres au stress. Ce sont les réponses classiques face aux menaces et aux dangers de s'enfuir ou de combattre. Alors, ce qui va être sécrété, la réaction, ça va être de l'adrénaline, des palpitations, avoir des sueurs, avoir les mains moites, avoir un système digestif au ralenti et un système de pensée rationnelle paralysé ou grandement réduit dans ses capacités. Toutes ces réactions ont leurs bénéfices
dans les médias. Et dans notre évolution en tant qu'espèce humaine, ça nous a permis de survivre à plusieurs dangers et menaces. Mais ce n'est pas un mécanisme prévu pour durer dans le temps. Un retour à la normale est attendu. Alors maintenant, si on revient au trauma ratio, les blessures que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres ont subies par des siècles de racisme, de génocide, d'assimilation forcée, de suprématie du corps blanc, de guerre et de colonisation, tous ces événements ont constitué des événements de stress extrême et bien souvent sans réel répit pour nos familles, nos ancêtres qui en ont subi les conséquences. Et pendant toutes ces années, pendant toutes ces décennies, leur corps est demeuré en situation de réaction face aux menaces et aux dangers, jusqu'à en faire une habitude. Donc le maintien constant d'un état de stress, ça entraîne l'épuisement du système nerveux central et un excès de production de cortisol. Les récentes recherches en neurosciences ont démontré que, premièrement, une période prolongée d'exposition au stress a des effets néfastes sur la santé physique et psychologique. Deuxièmement, ces recherches ont aussi démontré que l'excès de cortisol accumulé dans le corps d'une mère peut être transmise à ses enfants et ainsi perpétuer les effets négatifs d'une génération à une autre. Donc, un excès de cortisol dans notre corps va provoquer des effets physiologiques tels un système immunitaire affaibli, la plus grande propension aux maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, des maux de tête, des problèmes nerveux, des problèmes digestifs et une glycémie élevée. L'excès de cortisol aura aussi des impacts psychologiques qui peuvent se manifester par des épisodes de flashback associés à des cauchemars en lien avec des expériences vécues, des pensées intrusives, des difficultés de concentration, l'hyperactivité, des difficultés à exprimer, à canaliser ses émotions, des enjeux de dépression et de l'anxiété. Alors, sachant tout ça, quel sera notre chemin vers la guérison? Quelles sont les étapes? Parmi les étapes, il y a la reconnaissance et la valorisation de notre africanité. Il y a reconnaître et discuter de nos expériences de trauma ratio. Et troisièmement, de développer nos habiletés à gérer les événements traumatiques ratio qui vont survenir à l'avenir. Alors commençons avec la première, reconnaître et valoriser son africanité. J'ai la conviction qu'il faut cesser d'obscurcir ou de dénigrer les enseignements et les connaissances ancestrales africaines. Il est essentiel que nous prenions le temps de redécouvrir qui nous étions avant la traite des esclaves, avant la colonisation. L'âge d'or précolonial en Afrique a été une ère de stabilité et d'abondance. En plein contrôle de leurs environnements, les populations africaines jouissaient d'une production agricole et animale diversifiée et bien développée. Le commerce, les modèles de gouvernance et les grands centres de savoir ont fait partie de notre histoire. Les épidémies, les famines, la pauvreté en Afrique, telle qu'on la voit dans les médias aujourd'hui, sont apparues beaucoup plus tard. Et en grande partie, comme on a pu le voir plus tôt, à cause des perturbations socio-économiques causées par la traite des esclaves et la colonisation des 19e et 20e siècles. Une nouvelle vision aussi de l'Afrique contemporaine pour particulièrement les communautés en diaspora est aussi nécessaire. Les médias occidentaux ont mis de l'avant une vision bien négative du continent africain. Il y a certes des problèmes, il y a des enjeux, mais aussi il y a une jeunesse inspirante en Afrique. Il y a des opportunités économiques et des lieux magnifiques à découvrir. Que ce soit pour réclamer la sagesse de nos ancêtres ou imaginer notre futur, nous avons tout à gagner à puiser dans notre africanité. Je t'invite d'ailleurs à lire un article de mon blog sur mon site internet intitulé « Principes et philosophie pour se reconnecter avec son africanité ».
J'y présente des concepts et philosophies qui ont le potentiel de nous propulser dans l'action et la guérison. Des concepts comme la Saombona, Ubuntu, Ukama, les Nguzo Saba de Kwanzaa et l'afrofuturisme. Reconnaître et discuter de nos expériences de trauma ratio, c'est une autre étape importante. En tant qu'afrodescendants, nous avons besoin de nos propres espaces. Nous avons besoin d'endroits où nous pouvons nous rassembler et être libres des stéréotypes dominants et de la marginalisation qui imprègne tous les autres espaces sociétaux que nous occupons. Nous avons besoin d'espaces où nous pouvons être nous-mêmes, authentiques, sans que les jugements et particulièrement l'insécurité des autres groupes musellent cette expression. Nous avons besoin d'espaces où nous pouvons simplement être, où nous pouvons sortir du cycle incessant qui consiste à mettre les autres groupes et particulièrement les Blancs à l'aise. Et surtout, enfin réaliser à quel point tout cela nous épuise. On va aussi devoir développer nos habiletés à gérer les événements traumatiques raciaux qui, malheureusement, vont continuer à survenir. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en mai 2023. Nous venons de terminer ici au Canada la 72e édition annuelle de la Semaine nationale de la santé mentale. La Semaine de la santé mentale se veut une campagne de transformation sociale visant à sensibiliser le public et à modifier les croyances et les perceptions au sujet de la santé mentale. En tant qu'afrodescendant, je ne peux que constater que le système d'aide et d'accompagnement en santé mentale n'est que très peu adapté à nos besoins. Comment guérir les blessures profondes de nos âmes, de nos corps, de nos esprits? Comment canaliser cette rage qui peut nous habiter? Comment faire de la place au chagrin et au deuil lorsque vient le temps d'honorer les histoires douloureuses de nos ancêtres? Comment reconstruire nos relations avec nos ancêtres? Comment trouver davantage de professionnels sensibles aux traumas raciaux propres à nos communautés afrodescendantes? Des traumas qui, je le rappelle, ont les conséquences de nous tuer à petit feu. Je souhaite voir réellement émerger et promouvoir des modèles de thérapie décolonisés. Mes expériences de vie personnelles puis mes rencontres pas toujours heureuses avec les professionnels de la santé m'ont fait réaliser à quel point notre système ici en Occident est mal équipé pour accompagner les afrodescendants dans leur guérison. Et j'inclus également les autres communautés racisées et autochtones qui ont également subi, par le racisme et le colonialisme, la suppression de leur culture, de leur savoir et des modes de guérison ancestraux. Le racisme, pour nous, en tant qu'afrodescendants, c'est une distraction. Une distraction à prendre soin de soi en nous volant de notre sentiment de sécurité. C'est une distraction à prendre soin et à faire prospérer nos communautés et nos projets. Et finalement, le racisme, c'est une distraction à avancer durablement vers l'autodétermination de nos États et nations afrodescendantes. J'en arrive maintenant à la conclusion de la leçon numéro 1. Lors de la deuxième leçon, nous parlerons d'argent. Je vais démystifier avec vous les 5 mythes tenaces à propos de l'argent qui étouffent notre capacité en tant qu'afrodescendants à vivre dans l'abondance et la prospérité. Je ne rendrai pas disponible pour le grand public la deuxième et la troisième leçon. Elles seront offertes gratuitement, mais pour y accéder, tu devras te connecter à ma plateforme. C'est très simple. En dessous de la vidéo, tu pourras t'inscrire et très bientôt, tu pourras recevoir par courriel, par mail, le lien pour la regarder. Alors, je t'invite à surveiller ça. Si tu as envie d'explorer davantage le sujet de la leçon d'aujourd'hui, j'ai quelques ressources et lectures à te proposer. Tout d'abord, il y a ici, à Montréal, au Canada, le Black Healing Center, qui offre entre autres des séances de thérapie gratuites
et subventionnés pour les afro-descendants. Je propose également de découvrir le podcast et les ressources de l'initiative belge Semblant de rien. C'est une occasion de déconstruire les biais et les stéréotypes raciaux qui envahissent encore aujourd'hui nos sociétés. Aussi, il existe le laboratoire sur la disparité culturelle et en santé mentale de l'Université d'Ottawa ici au Canada. Elle propose des ressources, des travaux de recherche et des ateliers sur son site Internet que je t'invite à visiter. Il existe malheureusement bien peu de livres en français sur le sujet des traumas raciaux. Ce sont surtout les Afro-Américains qui ont grandement contribué à la diffusion d'informations et à la publication de livres et de travaux de recherche sur le sujet. Malgré tout, je te recommande le livre Impact des microagressions et de la discrimination raciale sur la santé mentale des personnes racisées, qui a été écrit par Yoacha Almeida. C'est une recherche exploratoire auprès de 5 femmes noires ayant grandi et habité en France, visant à mesurer l'impact des microagressions et de la discrimination raciale sur leur santé mentale. Pour ceux et celles qui lisent aisément l'anglais, je recommande très fortement toute la série de la maison d'édition New Harbinger, dont le livre en particulier The Pain We Carry de l'auteure Nathalie Gutiérrez, dont je me suis grandement inspiré pour cette leçon. D'ici à la présentation de la deuxième leçon, je réalise qu'on vient de déballer ensemble plusieurs sujets sensibles et probablement lourds sur ton esprit. Alors, je tiens à le rappeler, je suis coach en développement personnel, je ne suis pas psychothérapeute. Les traumatismes graves, ils laissent des séquelles. Alors, si tu ressens de la souffrance profonde, de la détresse psychologique, après ce que nous venons ensemble de discuter, s'il te plaît, ne tarde pas et va chercher une aide professionnelle. Ça peut être une ligne téléphonique d'écoute ou alors des services d'aide psychosociale qui sont disponibles dans ta région, mais s'il te plaît, ne tarde pas. Et pour tous les autres qui aimeraient approfondir le thème, explorer les avenues, les guérisons, je lancerai en juin 2023 un challenge qui va s'intituler « Mes traumas, j'y crois et j'y vois ». J'invite également tout professionnel de la santé et ressources d'aide souhaitant approfondir le sujet des traumas raciaux à venir partager leurs expertises spécifiques au sujet des traumas raciaux et les écrire en commentaire en dessous de la vidéo. J'en arrive maintenant à la conclusion de cette leçon numéro 1. Ouf! Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère vous avoir été utile. Cette première leçon, je le rappelle, ce n'est pas un message anti-blanc. Ce n'est pas aussi une invitation à jouer les victimes et à s'apitoyer sur son sort. Nous, afrodescendants, nous avons les connaissances, nous avons la sagesse, la communauté pour nous tirer d'affaire et rayonner. J'ai hâte de poursuivre la discussion avec toi. Je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo afin de t'inscrire à la deuxième leçon. Et on se revoit très bientôt.